Bonjour ou bonsoir. Vous sentez que la vie va trop vite parfois, que les défis du quotidien vous submergent? Alors cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, nous rencontrons Rebecca Verdone qui nous partage son parcours inspirant de femme, de maman et de professionnelle qui a su trouver un équilibre entre ses responsabilités et son bien-être intérieur. Ensemble, on parle de son travail plutôt original, de résilience devant les difficultés, de gratitude et de transformation. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça, tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Bonjour Rebecca, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir que je t'accueille. Bonjour Pierre. Tu as 3 grands-enfants, tu es maman. Comment ça se passe présentement? Ça se passe bien. Alors, le nid se vide tranquillement. Alors, j'ai une belle fille de 26 ans, une de 23 et le petit dernier qui va avoir 17 ans. 17? Oui. C'est quand même grand. Et il reste seulement que le dernier à la maison. Comment tu vis l'expérience du nid qui se vide comme maman? En fait, il y a quand même un grand vide. On se demande qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qu'on a devant nous, là, parce que on se définit beaucoup avec nos enfants. La vie va vite. On n'a même pas le temps de penser. On arrive du boulot, c'est le souper, ensuite c'est les lunchs. On se regarde, moi puis mon chum, puis on se dit, ouais, OK, ça va nous prendre des petits défis, là. Une redéfinition de l'environnement après ce que moi j'appelle la saison des enfants qui commandent, parce que lorsqu'on a 1, 2 ou 3 enfants, ça nous impose un certain rythme, un certain horaire, comme tu disais. Et puis là, c'est une redéfinition. Tu es maintenant au travail, tu travailles chez Pamplemousse Média à Montréal. Tu peux nous parler un peu de Pamplemousse Média? Je précise pour les gens de l'extérieur, tu es du Québec. Tu habites pas loin de Montréal, tu travailles à Longueuil, qui est en banlieue de Montréal, chez justement Pamplemousse Média. Qu'est-ce que c'est Pamplemousse Média et qu'est-ce que tu y fais? Pamplemousse Média, c'est une grosse boîte de production de télévision, entre autres, avec France Baudouin, qui est à la barre de cette entreprise-là. Présentement, je dirais, je prends soin des autres. En fait, qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je dirais... à la base, je suis une adjointe aux productrices, mais je suis rendue que je fais à manger pour les employés. Attends, tu fais à manger, tu fais le repas du midi, le repas du soir? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, le repas du midi. J'ai commencé parce que je m'ennuyais un peu à faire des surprises aux gens. Je suis une fille qui donne beaucoup dans la vie. Là. Je suis comme ça. Ça fait partie de mon essence. Puis j'ai commencé parce que je m'ennuyais à faire une petite surprise à droite, à gauche, là, un petit pudding, un chômeur, une petite croustade aux pommes. Puis un jour, France est arrivée avec une soupière dans les mains en me disant « Ça serait le fun, ça sentirait la soupe. » Là, dès le lendemain, je faisais une belle soupe pour... à l'époque, on était à peu près une 15aine d'employés. Et là, de plus en plus, là, la boîte là, a grossi. Puis là, bien... France, dans sa générosité, m'a demandé est-ce que ça te dérangerait, tu sais, de faire à manger comme ça. Mais j'ai dit ben non, ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et là maintenant, je suis rendue que je fais le matin, là, je fais à manger pour 20, 30 personnes. Et c'est ainsi que va le bureau chez Pamplemousse, comme une maison, comme une deuxième maison finalement. T'es un peu comme la maman de tout ce monde-là? Exactement. Attends, le nid se vide d'un côté, mais ça se remplit de l'autre côté. Exactement.
Tu te retrouves à la tête d'une famille nombreuse. Est-ce que le fait que France te demande cette particularité, parce qu'on s'entend que dans des entreprises, je pense pas que ça existe beaucoup, ce qu'on te demande de faire à manger comme ça? Non, ça n'existe pas. Pas du tout. Donc, c'est une caractéristique. France Baudouin t'a demandé quelque chose d'absolument unique. Est-ce que le fait que dans cette entreprise, ce soit vraiment une majorité de femmes qui sont à la tête de l'entreprise, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu crois que ça donne cette couleur-là? C'est comme se sentir à la maison, mais au travail. Ça l'apporte comme d'avoir le désir d'aller travailler aussi, comme une deuxième maison. C'est une belle vibration, je dirais, c'est puissant comme ce que ça fait de faire ça. Ça réunit les gens aussi. Les gens sont pas là en train de sortir, aller chercher un lunch ou aller dîner à l'extérieur. Mais c'est comme un gros dîner de famille, là, à tous les jours. Alors, tu t'occupes de l'ambiance familiale. Oui, c'est un peu ce que France dit toujours. Je te remercierai jamais assez d'avoir mis un âme sur Pamplemousse. Oh là là, quel beau compliment. C'est gros comme compliment. Oui. Est-ce que tu trouves la tâche difficile? Des jours, oui, parce que, je veux dire, je m'attendais pas à ça, là. C'est comme si que c'est rendu une popularité, là, de venir manger à la table de Rebecca, là. Les gens se réjouissent de venir. Alors, il y a des gens, là, qui vont arriver même plus tôt, mais leur réunion est seulement qu'à 1 heure. Oh, la porte ouvre, là, des fois, à 11 heures, les gens arrivent. Comme quand on arrive chez maman, là, puis que ça sent bon, là, c'est la même chose, je dirais. Les gens se réjouissent, là, puis « Oh, Reb, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? » C'est la première fois que j'entends une entreprise qui offre ce service, j'allais dire, d'accompagnement personnel et professionnel pour nourrir, comme disait France, l'âme de l'entreprise. Ouais. C'est gros, c'est généreux aussi. Est-ce que tu t'aperçois que ça change quelque chose au niveau des relations personnelles et professionnelles à l'intérieur de l'entreprise? Ah oui, mais chez Pamplemousse, c'est une famille, là. On se retrouve à la tablée du dimanche, là, chez grand-maman, là, un peu, là. C'est un peu... c'est vraiment familial. Mais c'est au quotidien? Au quotidien. Et toi, ta responsabilité, donc tu vas acheter la bouffe, tu prépares les repas, tu fais la vaisselle. Est-ce que ça Je fais tout ça, oui, exactement. Mais je veux dire, j'avais quand même les compétences pour le faire, là. J'allais y arriver. Tu t'es pas improvisé comme ça, responsable de la restauration de la bouffe dans une entreprise. D'où viens-tu pour arriver chez Pamplemousse à offrir ce service absolument exceptionnel? En fait, moi, je viens d'un père chef cuisinier. J'ai étudié en restauration. J'ai géré 2 grandes entreprises. J'ai géré le Théâtre Palace, là, qui était une grande salle de spectacle avec du 500 soupers. Ensuite, j'ai géré pendant plus de 9 ans le club de golf à Boucherville avec du 150-200 soupers. Ça coule dans mes veines, la restauration. Tu as évoqué ton père tout à l'heure. Tu évoques toute l'importance de la famille. Tu as des origines italiennes. Est-ce que tu crois que tes origines influencent ton parcours personnel et professionnel? C'est large. C'est dans la famille. C'est mon frère qui cuisine, ma sœur qui cuisine. Tout le monde cuisine dans la famille. C'est un plaisir là, de cuisiner et c'est un plaisir de recevoir aussi les gens à notre table. Ce que tu as apporté chez Pamplemousse Média, entre autres. Oui, exact. J'évoquais tout à l'heure tes origines italiennes. Donc, ce sont tes parents ou tes grands-parents qui ont immigré au Québec? C'est mon papa à l'âge de 16 ans. Tu peux nous en parler un peu de cette expérience d'immigration et de peut-être de l'influence sur la fille ou la petite fille que tu es devenue québécoise, mais avec des parents qui se sont installés au Québec? Oui, mon père, en fait, s'est installé à la base pour venir travailler dans un restaurant, un grand restaurateur au Saguenay, à Monsieur Amato,
À l'âge de 16 ans, à l'époque, il donnait un permis de travail pour aider les familles. Alors, lui, il a fait venir son cousin. On mange l'italien depuis qu'on est petit. Mon père avait un grand jardin à l'époque, à l'arrière de la maison. Ça fait partie de nous, de ça, avec un papa immigrant qui a un petit peu de difficulté plus à communiquer parce que je pense pas que ça a été facile là, de immigrer à l'âge de 16 ans au Québec. Nous autres, notre père, il nous a pas montré l'italien à la maison. C'était comme, quand il parlait italien, on sentait le tremblement dans sa voix. Ah oui? Ben c'est émouvant. Hein? Maintenant, c'est facile. Tu parles devant la caméra, même si ta personne est à l'autre bout du monde. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était les lettres qu'on envoyait par la poste pour souhaiter Joyeux Noël. Et c'était un appel une fois par année. Le 25 décembre au matin, on attendait l'appel. Et c'était la seule fois dans l'année qu'on l'entendait parler, italien. Ben maintenant, sa famille est venue le rejoindre ou vous allez visiter la famille en Italie? En fait, non, sa famille est toute en Italie. Maintenant, on peut se le permettre. Je suis allée présenter mes enfants, il y a 2 ans, à toute ma famille. Ça faisait 28 ans que je les avais pas vus. Oh là là! Ça a dû être une rencontre un peu émouvante. Tu me remontes les émotions. Pardon. Oui, présenter ses enfants à sa famille, c'est comme de montrer qui on est. Tu sais. Et c'est bouleversant, ce contact familial. Je m'excuse. Non, ça va. Prends ton temps. Qu'est-ce qui te bouleverse autant? Qu'est-ce qui me bouleverse autant? Je viens de là, hein, dans le fond. Mes racines sont là. C'est comme une deuxième maison, tu sais. Mais une maison qu'on connaît peu. Quand j'ai présenté ma famille, je pense que j'ai pleuré pendant 48 heures. Tu as la réputation d'être une femme très engagée, très droite, très dure. Oui. Je m'adoucis avec le temps. Les coins s'arrondissent. On utilise parfois l'expression. Les coins s'arrondissent, oui. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Douce ou dure? Ben, commençons par dur. Qu'est-ce qui t'a rendu plus radical, je veux dire? Je veux dire, je l'ai eu un petit peu dur, là, un petit peu difficile. J'ai eu ma fille, ma première à 22 ans, tout seul. Fait que tu te poses pas la question, hein, tu fonces, puis tu y vas, là, puis tu te mets comme je dis tout le temps à mes filles, j'avais mis mon manteau de cuir, tu sais, pour être capable, sinon tu t'effondres, là, tu sais. Oui, manteau de cuir étant un peu comme une carapace. Ouais, comme une carapace, là, tu sais. Pour dire j'avance malgré tout. J'avance, on y va, puis go, puis on se laisse pas abattre. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu cette philosophie-là. J'ai tout le temps dit à mes filles, c'est pas grave, on se relève, on continue. C'est comme ça la vie. En vieillissant, je pense que je me suis adoucie. Est-ce que d'avoir eu cette attitude, je dirais, de combat avec la vie, dire je me lève, je reste droite, j'avance, est-ce que ça t'a amené un certain épuisement à un moment donné? Oui, mais quand je me suis épuisée là, comme ça, là, ben ça a été plus difficile de se relever. Hein. Il y en a là, des couches là, à aller. Ça fait que je pense que c'est plus long, je pense, la guérison de quand tu t'effondres comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, qu'on saisisse un peu dans ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai tombé à la suite du décès de ma mère. Et j'étais plus capable de me lever de mon lit. La femme forte s'est effondrée d'une certaine façon? Exact. Puis une mère, hein, c'est important. C'est un peu comme ça que je redonne en étant comme la mère des autres.
Oui. Cet effondrement t'a amené jusqu'où? J'ai été obligée de ralentir, c'est bien sûr. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette période où il y a eu le décès de ta mère? Je sais pas, je suis capable de le nommer. Tu poses une belle question que je sais pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? Donc, c'est une expérience de deuil profond qui a pris un certain temps. Mais premier deuil, je dirais, d'un être aussi important, là. Mais après ça, on met en place une façon de se relever en disant, bien, je vais prendre soin de moi. Et qu'est-ce qui t'a aidé par la suite pour te reconstruire ou pour rebondir? L'alimentation plus saine pour le corps. Ensuite, du temps pour l'esprit. Comment tu occupais ton esprit à ce moment-là? De la méditation, de la marche. Je dirais que c'est les deux principales sources. Est-ce que tu as eu besoin d'aide sur le plan psychologique? Je n'ai pas pris d'aide psychologique. J'ai fait plus des soins en énergie ou... Tu parles des soins énergétiques. Est-ce que tu avais une expérience concrète de ce que t'apportaient les soins énergétiques? De la libération. Je suis curieux. Ça se manifestait comment? En pleurant. Ça ouvrait les canaux. Oh oui. Les champlures. La robinetterie, bon. Oui. Le barrage cédait parce qu'il y avait cette intervention qui venait, je précise, au niveau du soin énergétique, ça vient travailler non seulement sur les énergies, mais aussi sur le corps. Et ça permet aux cellules de libérer, je dirais, les mémoires. Donc, exact. Ça met en circulation tout ça. Oui, il y en avait beaucoup. Quels éléments clés t'ont aidé à reconstruire? Tu parles des soins énergétiques. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a permis de te replacer sur le plan professionnel et sur le plan personnel? Moi, je fais du journaling aussi, qu'on appelle. D'écrire, en fait. On écrit ce qui nous passe par la tête. On se met une petite musique, puis on accueille ce qu'on veut bien écrire. Hein, c'est... tu laisses aller, tout simplement. De laisser aller. Des non-dits aussi. Sans filtre. Sans filtre. On laisse aller tout. Nos désirs, nos blessures profondes, on laisse aller. Souvent, on est dans la retenue. Hein? On retient tout en dedans, puis on dit pas les choses. Et là, c'est un exercice de libération de la parole? Oui, c'est ça. On libère un peu ce qui est à l'intérieur de nous, que ça soit des choses que l'on veut, que l'on ne veut plus. Mm-hmm. On libère tout ça, puis une fois que c'est sur feuille, ben c'est libéré. Hein. Est-ce que tu y reviens? Est-ce que tu relisais ce que tu écrivais? Non. Jusqu'à récemment, j'ai relu. On dirait, peu importe la séance, c'est toujours les mêmes choses qui sont écrites sur mes feuilles. Et il y en a là, que j'ai fait, v'là 3 ans, 4 ans, et j'en ai refait récemment, puis c'est les mêmes choses qui sont écrites sur les feuilles. Est-ce que cette épreuve, cette expérience a changé ta façon de voir le travail, la façon de gérer tes relations personnelles, professionnelles ou peut-être même la vision de la vie? Oui, vraiment. Moi, ce qui est important, parce que la vie va vite, j'ai perdu ma mère, elle avait seulement que 62 ans. Alors, je donne à mes enfants ce temps-là. Le temps de savourer du temps en famille, mais leur donner ce temps-là si précieux parce que la vie va vite. Il faut profiter de ces moments-là de vie de famille, même si ils sont rendus grandes, les filles, ben, de se redonner du temps encore. Dans ce podcast, j'aime bien utiliser des images. On parlait de la saison des enfants. Il y a les saisons de la vie que moi j'associe, ça fait longtemps que j'en parle de cette façon-là, la saison du printemps qui est de 0 à 30 ans, la saison de l'été qui est de 30 à 60
et la saison de l'automne qui est de 60 à 90 et après vient l'hiver. Toi, tu es au milieu de ton été. Comment décrirais-tu ta vie au milieu de ton été? Je dirais que ça a tellement pris du temps de me connaître. Là, maintenant, la vie, elle est pleine de joie, remplie de gratitude, remplie. Je pense qu'on peut voir la vie du côté noir ou on peut la voir du côté blanc, du côté soleil. Alors moi, c'est important maintenant, c'est chaque jour, il faut qu'on morde dans la vie. Chaque jour, donne-toi du temps. Chaque jour, de mettre quelque chose en lumière, quelque chose qui te fait du bien. Alors, chaque jour, moi, je me donne du temps. Je mords dans la vie, je mords dans les projets. J'arrêterai jamais d'être comme ça, je pense. Et c'est ce que tu fais chez Pamplemousse Média. Oui. À chaque jour, tu fais, j'allais dire, tu donnes l'opportunité aux employés de mordre dans tous les sens au plaisir de la vie. Exactement. Je pense que oui. Est-ce que dans ton milieu d'été, comme ça, tu perçois des grands défis en tant que femme, en tant que maman, sur le plan professionnel? Des grands défis, une bouchée à la fois. Parce que, oui, j'ai plein d'idées plein la tête, hein. Fait qu'on prend une bouchée à la fois, puis on essaie d'avancer vers ce qu'on veut sur mon vision board, là, ce que je fais, ce que je veux pour 2025, ce que je veux pour 2026, un pas à la fois, je dirais que c'est comme ça, je pense qu'il faut aborder la vie. Est-ce que tu considères que tu as une vie spirituelle? Ben ma vie spirituelle est beaucoup maintenant dans la méditation, la gratitude, la pleine conscience aussi. La gratitude est importante dans la vie. Je trouve que on n'est pas assez en gratitude, on regarde pas assez. On est souvent appelé à raconter le mauvais de notre vie, mais si tu me racontais le beau de ta vie, ma spiritualité, elle est dans la méditation. La méditation, ça fait vraiment du bien à l'âme de méditer. C'est dur, par exemple, de méditer pour une fille qui est hyperactive comme moi, là. Comment fais-tu? Faut que je me ressente plusieurs fois. Mais c'est ça, la spiritualité est au quotidien aussi, hein. C'est pas nécessairement la fréquentation d'une église pour toi. Ben non, vraiment pas. Est-ce que tu vois une dimension spirituelle dans la contribution que tu apportes au travail chez Pamplemousse Média? France parle que tu apportes une âme. C'est pour ça que j'amène cet angle-là. Est-ce que tu considères qu'il y a un aspect spirituel au travers de ce que tu fais? Je pense que oui, c'est dans mon essence. C'est ce que je suis, hein, une fille qui donne. Je pense que quelqu'un qui est spirituel va te donner dans le sourire, va te donner dans ses mains, va te donner dans ses gestes. Oui, effectivement, il y a un petit côté comme ça de moi, oui. Tu es très engagée, tu donnes beaucoup, comme tu viens de dire. Présentement, comment prends-tu soin de toi pour éviter un épuisement potentiel? Parce qu'on s'entend que quand on est engagé, autant que tu l'es, à plusieurs niveaux, que tu te soucies de la famille, de ta famille personnelle, de ta famille, je dirais, professionnelle. Est-ce que tu perçois un danger d'épuisement ou est-ce que tu as des façons de prévenir un épuisement? Une fois que tu tombes, tu le sais, hein, tu la connais ta limite, là, je pense. Je prends tellement soin de moi. Tous les jours, je marche 1 heure par matin où ce que je suis seule avec moi-même. C'est ma façon de prendre soin de moi. Parce que je prends soin de moi chaque jour, je suis capable d'en redonner plus. Et est-ce que la méditation et l'écriture font encore partie de tes routines quotidiennes ou hebdomadaires? Tous les jours. Marche, méditation, tous les matins. Je me lève à 5h30 le matin pour ça, pour me donner du temps. Sinon, en revenant du boulot, on est un peu épuisé, c'est le souper, c'est la routine. Ça a été ma façon pour moi de me donner du temps, c'est de dire, comment pourrais-je faire pour avoir cette heure-là et demie juste à moi en me levant plus tôt?
pour te choisir. Pour me choisir, exact. Chaque matin, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, puis je m'empresse de me lever avec joie, là. Puis j'ai hâte de me retrouver avec moi-même. On arrive vers la fin de notre rencontre. Si tu avais un message à laisser à celles qui sont au cœur de leur été de vie, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je leur dirais justement de se donner la permission de se donner du temps. Souvent, c'est nous-mêmes qui s'empêchent de ça, de se donner ce temps-là. Si c'est 15 minutes qui est pour toi la façon, ben donne-toi 15 minutes. Donne-toi la permission. En tant que parent aussi, hein, quand on se donne peu la permission, on dirait qu'on est dans les obligations et tout ça, mais donne-toi 15 minutes si c'est ça qui t'aide à commencer. Puis graduellement, donne-toi 30 minutes. Ça fait tellement du bien de se retrouver. Épeurant des fois de se retrouver avec soi-même tout seul comme ça, mais après ça fait du bien. C'est une sorte d'apprivoisement. Exactement, oui. Je pense que oui. Une fois que tu viens à la rencontre de toi, tu fais « Ah, mon Dieu, ça fait du bien. » Souvent, on s'oublie. Hein? La vie va tellement vite. Et on découvre notre côté le plus lumineux. Exactement. Merci beaucoup, Rebecca, d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir ouvert ton livre de vie et de nous avoir raconté une si belle histoire qui est la tienne. Je suis plein de gratitude. Merci à toi, Pierre. À bientôt. À bientôt.